Alors, j'ai le plaisir donc d'accueillir, Jérémy Gobet qui est plasticien, artiste donc, et puis aussi, fondateur, je ne sais pas si c'est une association, une entreprise, un observatoire qui s'appelle Corail Artefact que vous avez créé en 2017, qui s'inscrit, dans un développement, ou dans le développement de projets art sciences autour du corail. Art sciences et industrie, vous allez nous expliquer comment vous arrivez à articuler, tout ça et aussi, dire, 2-3 choses sur votre œuvre qui travaille essentiellement avec le vivant et puis toujours la question aussi de l'engagement, du rapport, au travail, au métier, à l'artisanat. Oui, tout à fait. Merci pour cette introduction. Merci aussi Lorraine Dufour-Villelou pour son invitation et à toutes les équipes de Tumo pour me donner voilà, l'opportunité de présenter à nouveau mon travail et ce projet. Je compléterai ce que vous avez dit. C'est un projet Corail Artefact qui réunit effectivement l'art, la science, l'industrie, mais également les savoir-faire et l'éducation. C'est une partie extrêmement importante qui me tient vraiment à cœur et du coup qui est aussi, je pense, la pile dans l'événement d'aujourd'hui. Et alors peut-être avant de vous présenter Corail Artefact, je vais peut-être vous présenter un peu ma pratique plastique en général. Est-ce que vous voulez utiliser justement Ouais, le je veux bien, comme ça fera un support peut-être alors, bah, pour la par salle. contre, voilà, je sais pas. Oui. Voilà, bah, comme ça, on va pouvoir continuer à Voilà, discuter et puis, Lorraine va nous placer sur votre board. tout à fait. Mon travail en tant qu'artiste, il est défini par l'idée de faire des liens entre le passé, le présent et l'avenir. Et les enjeux de chacun de ces époques. Et également, alors je parle pas forcément d'écologie pour moi, parce que l'idée c'est que le respect de la nature, il est dans l'ADN de tous mes projets, de mes valeurs et de mes démarches en général. Comme le respect des savoir-faire, comme la transmission des traditions. Voilà, donc pour moi, c'est déjà presque un peu à la base de toutes mes œuvres. Donc c'est vrai que c'est... Alors, aujourd'hui, c'est mis en avant, mais pour moi, c'est presque une sorte de renversement. C'est que je ne comprends pas les projets qui ne prennent pas ça en compte. Mmh. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu, je donne souvent cet exemple où on labellise des fruits et légumes bio. Pour moi, ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire de labelliser ceux qui ne le sont pas. Ben, pour moi, un peu dans la création artistique, c'est ça. Pour vous donner deux exemples, donc là, vous voyez deux exemples d'installations artistiques que j'ai développées et qui représentent un peu ma démarche. Sur votre gauche, vous avez une installation qui s'appelle 400 000 cocons. J'ai été invité par un centre d'art qui était en Italie à créer une œuvre. Et moi, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est comprendre ce qui se passe, quel était ce lieu, pourquoi il était construit, quelles sont un peu les dynamiques locales. Et c'était un lieu immense, comme un château, enfin vraiment extraordinaire, et avec quelques machines où on pouvait deviner qu'il y avait une activité textile, mais personne n'en parlait. Et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'en fait, c'était un des premiers ateliers qui faisait de la soie, des fils de soie. Donc ça allait de l'élevage des cocons jusqu'à l'effilage du fil qui était envoyé ensuite en France, notamment à Lyon, dans les grandes soieries pour faire des tissages. Sauf que personne n'en parlait. Et pourquoi personne n'en parlait? En fait, c'est parce qu'à l'époque, c'était vu comme un métier. Les personnes qui y travaillaient, c'était un métier qu'on appelait de troisième zone, c'est-à-dire très peu payé, très difficile, et c'était exclusivement des femmes aussi. Et en fait, ces femmes avaient honte d'avoir ce travail parce qu'en fait, voilà, comme c'était très mal vu, très mal rémunéré, etc. Donc elles étaient stigmatisées. D'autant plus qu'en fait, c'était une odeur tellement forte, ce vivant, cette matière vivante, qu'en fait, ça imprégnait la peau. Donc elles ne pouvaient pas s'en échapper. Donc en fait, de très loin, on pouvait sentir leur métier. Et génération après génération, en fait, ça s'est perdu puisque personne ne voulait parler de ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen, à travers une œuvre artistique, de reprendre ce passé et d'en faire quelque chose de constructif? Et en fait, j'ai fait des calculs, et un cocon, en fait, c'est 1000 mètres de fil. Donc c'est alors la beauté de la nature, hein, et de son œuvre. Et j'ai calculé en moyenne combien de cocons avaient effilé ces femmes. Et une ouvrière avait effilé à peu près 400 000 cocons dans sa vie de travail. Et donc ces 400 000
kilomètres font la distance de la Terre à la Lune. Donc en fait, ça montre que chacune de ces femmes avait tissé pendant toute leur vie un fil de la Terre à la Lune, ce que de très nombreux artistes aimeraient faire, une œuvre à cette échelle. Et donc l'idée était de réunir, donc on est parti un peu à travers toute la province de cette région en Italie pour aller chercher des cocons dans les musées et tout ça. On en a réuni 400 000, donc l'idée c'était cette installation un peu lunaire, un peu monumentale, mais en même temps, voilà, pour valoriser et matérialiser un peu cette question. Donc voilà, et ça a vraiment permis d'ouvrir le dialogue, de valoriser, de concrétiser aussi ce passé. Et à votre droite, vous avez un deuxième exemple. Alors c'est une installation qui s'appelle La liberté guidant la laine, qui est inspirée du tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Et en fait, les formes que vous voyez à travers le tricot reprennent en fait les points levés de ce tableau. Ce tableau qui représente le soulèvement populaire, ouvrier. Hein. Et voilà, avec les manifestations aujourd'hui, on voit à quel point la France est un lieu important de l'histoire ouvrière et des révoltes sociales. Et en fait, cette œuvre, elle est faite en tricot. Donc c'est un tricot particulier qu'on appelle jacquard. Alors je pense que tout le monde connaît le tricot jacquard. En tout cas, on a vu. On en porte moins aujourd'hui, mais c'est vraiment l'emblème du tricot français. Il faut savoir que c'était parmi les premières usines dans le monde, les usines Jacquard. En fait, c'était une révolution à l'époque, c'est-à-dire que grâce au langage binaire qui a donné ensuite les ordinateurs, on a réussi à rendre technique cette tradition qui était avant à la main. Et donc, ça a lancé toute l'industrie française. Donc, c'est vraiment le tissu industriel français et aussi fondé sur cette technique. Et il faut savoir que les révoltes ouvrières et justement les premiers soulèvements ouvriers ont eu lieu dans ces usines. C'est dans le nord de la France où vous aviez vraiment le bastion technique de ces industries. Et il y a un événement marquant, alors dans une ville qui s'appelle Fourmies. Et en fait, la première grève de l'histoire a eu lieu dans cette ville d'ateliers textiles. Et en fait, on appelle cette journée la fusillade des fourmis. Parce qu'en fait, cette première grève, elle avait pris une forme, une très belle forme, c'est-à-dire une journée un peu de RTT où les gens avaient créé une sorte de kermesse, avaient fait des stands avec des gâteaux, de la musique, etc. En disant non, on veut voilà, être mieux rémunéré, avoir un peu de repos aussi, parce qu'à l'époque, les gens travaillaient très longtemps et pour très peu d'argent. Est-ce que vous pouvez dater Ouais. cette journée, par exemple? Alors, Parce que moi, j'ai toujours cru que votre œuvre, elle faisait plutôt référence à la révolte des Canuts Ah oui. de Lyon. Et Ouais. d'ailleurs, je crois même que je l'ai écrit. Donc, grâce au numérique, on va pouvoir corriger tout ça. Exactement. Alors après, elle fait appel à tout. C'est pour ça que j'ai pris cette symbolique de Delacroix. Elle fait appel à tous les mouvements ouvriers. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais il me semble que c'était fin 18e. Oui, voilà, c'est pour Voilà. avoir une C'est idée, ça. en fait, de la Voilà. période de cette révolte. Exactement. Et en fait, les patrons de ces entreprises ont eu peur parce qu'ils se disent si les ouvriers commencent à se réunir et à avoir des demandes, jusqu'où s'arrêteront-ils? C'était un peu la question. Et ils ont du coup appelé l'infanterie, l'armée de l'époque qui est arrivée et pour contenir un peu cette révolte. Qui était vraiment pacifique, hein, d'après les récits. À la fin de cette journée de fête, il y a eu un cortège pacifique qui a traversé la ville et en fait qui a été confronté à l'infanterie. Et il y a eu une sorte de quiproquo et en fait l'infanterie a eu peur et a commencé à tirer sur la foule. Et donc il y a eu plusieurs morts et donc ça a été un événement vraiment fondateur des luttes sociales en France. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce qui s'est passé à cette époque-là se passe exactement aujourd'hui, là où les usines françaises ont été délocalisées, beaucoup au Bangladesh, en Chine, etc. Donc première révolte ouvrière, répression policière, malheureusement des morts, et du coup c'est ça qui est assez fou, c'est que plusieurs centaines d'années après, en fait, on a perdu nos savoir-faire et ceux qui les ont finalement récupérés récupèrent aussi ce début d'histoire sociale. Donc c'était vraiment pour montrer tout ça. Ce qui s'est perdu dans cette délocalisation, c'est par contre la vraie connaissance de la matière. Par exemple, la laine est une des matières qui rentre en interaction avec la peau humaine. On ne le sait pas, voilà, il y a toute une connaissance qui s'est malheureusement perdue. Beaucoup l'utilisation de matières synthétiques aussi. Et puis voilà, il y a eu, alors on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a tout un cheminement d'idées autour de ces industries. Et là, l'idée de cette œuvre, c'était de montrer que on peut aujourd'hui redonner de la vie à ces matériaux.
Donc j'ai trouvé un atelier qui est à Clamart, qui en fait, on le sait peu, mais beaucoup d'Arméniens qui ont fui le génocide sont arrivés en région parisienne et ont relancé des activités. Et donc c'est un atelier qui s'appelle Mayema et on a restauré une vieille machine. On l'a couplé à un ordinateur, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut refaire des jacquards disparus, des motifs et des nouveaux motifs aussi. Et donc l'idée de cette installation était vraiment de faire à grande échelle, montrer voilà, à la fois pouvoir aborder le passé et en même temps montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui d'intéressant. Alors d'un point de vue peut-être plus, voilà, pour résumer un petit peu aussi vos travail, il y a toujours ce rapport au motif, ce rapport à l'engagement, cette filiation avec les industries, les savoir-faire textiles. Et puis, comment êtes-vous passé aussi au coraux? Oui, alors le mot motif que vous employez, je trouve il est à propos. En fait, ce que j'aime beaucoup dans la langue française, alors je ne connais pas toutes les langues du monde, mais dans la langue française, c'est ces doubles sens de mots. Et le mot motif, je trouve qu'il est très intéressant pour ça. Il y a le motif visuel répété, l'image répétée, mais il y a aussi qu'est-ce qui nous motive à faire les choses. Et effectivement, en fait, le Comme le projet... dessin et le dessin dont Voilà, on parlait tout à l'heure. exactement, tout à fait. Alors, je vais juste passer à la prochaine slide. Voilà. Alors, la rencontre avec le corail, elle est venue justement par cette suite d'œuvres que j'ai réalisées et par une rencontre. C'était en 2010 dans un Emmaüs. En fait, je vais souvent dans les braderies, des brocantes et ça pour dénicher un peu ces objets de savoir-faire et technique. Et j'ai trouvé des coraux à cet Emmaüs sous une table. Personne ne savait ce qu'ils faisaient là. Et j'ai été fasciné en tant qu'artiste par ces sculptures de la nature. Je me dis que j'aurais rêvé d'avoir cette imagination et voilà, cette habilité formelle. Et en même temps, tout de suite, j'ai senti qu'en fait, la nature, effectivement, elle crée du beau, mais surtout du fonctionnel aussi. Et cet aspect entre fonction et esthétique, il m'a toujours intéressé. Donc la première chose que j'ai faite par rapport à ces coraux, c'est que j'ai voulu les continuer, me confronter à la nature comme s'ils étaient encore vivants. Et j'ai réalisé des sculptures pendant plusieurs années, et chaque sculpture révélait aussi au public une connaissance que je pouvais avoir acquérie sur le sujet. Là, vous en avez un exemple. En fait, sur votre gauche, vous voyez, il y a un petit morceau de corail, de squelette de corail, que j'ai continué avec des chevilles de chantier. Ça a révélé justement l'implication du plastique dans la destruction des coraux, et en même temps, l'idée était de recréer aussi formellement un corail avec une matière humaine et de confronter les deux. Donc ça, c'était voilà, cette série Corail Restauration de 2010 à 2017 à peu près. Et j'avais de plus en plus l'envie que mes œuvres puissent aussi participer à la solution. C'est-à-dire que à travers l'art, c'est très bien parce qu'on peut sensibiliser directement le public à une cause, mais j'ai l'impression qu'on s'arrête souvent à la sensibilisation, mais qu'on ne participe pas à l'idée, à la solution. Alors qu'on est des gens extrêmement créatifs qui peuvent avoir des super idées pour justement que les choses s'améliorent. Oui, et puis on est parfois confronté à des paradoxes qui sont ceux de, justement du marché, du choix des collectionneurs, etc. Enfin, je ne veux peut-être pas vous emmener tout de suite sur ce terrain-là, mais j'imagine que c'est des choses auxquelles vous avez bien réfléchi aussi. Oui, tout à fait. Et puis moi, je me suis toujours dit que, en tout cas, le cap que j'essaie de suivre, c'est la liberté. Voilà, de toute façon, la vie est faite de choix, de compromis, etc. Mais en tout cas, j'essaye de toujours être le plus libre possible pour justement ne pas avoir trop de compromis à faire, justement. Et donc de développer mes propres projets. Et justement, parce que je sais que depuis le début, mes projets sortent un peu du cadre, dans le sens où ce n'est pas qu'une œuvre, mais c'est tout un... Les œuvres sont finalement presque un totem, une manifestation concrète de la vraie réalisation pour moi qui est créer du langage, de l'échange, voilà. Donc Oui, donc vous c'est êtes sûr. beaucoup plus finalement dans le processus que dans l'objet final. Oui, tout à fait, oui. Et puis, créer pour moi l'objet final, c'est tout le processus qui est Mm. intéressant. Parce qu'en fait, l'œuvre, elle est dans ma tête. Moi, j'ai mon petit musée intérieur, je peux visiter mes œuvres quand je veux. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on confronte ce rêve, cette image d'œuvre à la réalité, qu'est-ce que ça donne? Et puis pourquoi, en fait? C'est que aussi, je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu un peu ces dernières années, et puis ce qu'on vit encore aujourd'hui, l'idée du sens, la question du sens, elle est présente, je pense, chez tout le monde. Tout le monde s'est dit, est-ce que je suis heureux dans ma vie, dans mon travail, etc. Ben, moi, c'est pareil, je me dis, mes œuvres, quel est leur sens? Est-ce que le monde attend une nouvelle œuvre de Jérémy Gobet? Non.
Mais par contre, si je peux apporter quelque chose à travers ma création, de l'inspiration, voilà, de l'esthétique bien sûr, mais en plus quelque chose en plus qui peut aider aussi les enjeux de notre époque, là pour moi ça a du sens et là je m'autorise à concrétiser ces œuvres. Et puis cette idée, ce volet de formation, hein, que j'avais un petit peu escamoté tout à l'heure, mais pour mieux vous laisser en parler, qui n'est pas courant de la part d'un artiste plasticien, qui va plutôt peut-être chercher justement des résidences art sciences pour pouvoir mener son projet tranquillement à bien. Et vous, il y a aussi ce volet qui est très important. Alors, à travers Corail Artefact ou en général dans toute votre création? Ouais, je pense que c'est vraiment en général. Alors, je vais juste vous montrer. Du coup, vous avez une petite illustration d'une des parties des solutions que je développe à travers Core et Artefact. Là, par exemple, l'illustration que vous avez, c'est à droite une dentelle et à gauche, vous avez des polypes de coraux. Et l'idée, c'est d'utiliser ce savoir-faire traditionnel pour tenter d'aider la régénération naturelle des coraux. Euh, Ça, c'était en 2017, en fait. J'ai été invité à réaliser une installation pour une exposition et j'ai découvert cette dentelle, le point d'esprit, qui est une dentelle traditionnelle du Puy-en-Velay. Et je me suis dit, bah, là, c'est parfait. En fait, cette dentelle est tellement biomimétique au corail qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et peut-être que cette dentelle pourrait aider. Alors, c'est Ah, c'est un... la réflexion que vous êtes faite. Ouais, C'est quand vous ouais, avez vu le motif justement de cette dentelle que c'est vous avez ça. tout de suite pensé au coraux que vous aviez déjà rencontré en vous disant, mais tiens, il y a quelque chose, il y a du biomimétisme. Exactement. Après, j'avais quand même déjà le background de toutes les sculptures et informations que j'avais collectées sur le corail, et je Mm. savais qu'il y a une partie de la recherche sur le corail était sur ce qu'on appelle la régénération sexuée. C'est-à-dire les coraux font des larves, pondent des larves, et ces larves retombent sur les supports, les récifs, pour les régénérer. Sauf que ce rendement naturel, cette régénération naturelle n'est plus suffisante par rapport à la dégradation, malheureusement, que l'homme implique, qui est plus rapide. Et du coup, je savais que les chercheurs essaient de trouver un support, un tuteur, et qu'il y avait quelques critères, rugosité, souplesse, transparence, etc. Donc quand j'ai vu cette dentelle, ça a aussi été très rapide dans ma tête en me disant, mais là, on a quelque chose qui réunit ces critères. Et pour répondre pardon, à votre question, oui, effectivement, dans toutes mes œuvres, il y a toujours ce principe de recherche. En fait, pour moi, c'est drôle parce que j'ai, encore une fois, un peu comme ce que je disais au début avec les légumes bio, pour moi, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une image de l'artiste, peut-être plus Renaissance, ou voilà, de cette tradition qui était que l'artiste mettait sa créativité au service de tous les domaines. Quand on va voir De Vinci au Louvre, on sait très bien qu'il a peint la Joconde, mais que derrière, il y avait aussi tout son travail d'ingénierie, etc. Et pour moi, c'est plutôt dans cette filiation. Je ne sais pas à quel moment de l'histoire de l'art il y a eu cette rupture. En fait, l'art qui a finalement été dans son cocon, quoi, qui était un peu moins ouvert justement aux autres domaines. Mais pour moi, c'est pas, je révolutionne pas les choses. Au contraire, je reviens à une tradition qui pour moi me parle plus. Et j'ai le sentiment qu'encore une fois, c'est cette question de sens. C'est que pour moi, du coup, les œuvres, leur sens en est décuplé. Après, c'est un travail, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a autant d'art que d'artistes et de façons de le pratiquer. Mais voilà, moi, c'est comme ça aussi que je trouve du sens et de la justification aussi, quelque part, à mes œuvres. Je me dis, voilà, ces œuvres ne participent pas au problème, ne polluent pas, au contraire, elles essayent de retrouver un lien avec la nature. Et puis conceptuellement, il y a ce rapport au tissage, ce rapport au lien qu'on fait. C'est quand même dans l'ADN aussi de votre esthétique, hein, Oui, tout à fait. Alors, je pense que chaque artiste, en fait, c'est un peu comme tout un chacun. Il y a des domaines dans lesquels on sent des facilités, voilà, presque une sorte de connexion naturelle. Je pense par exemple dans le sport, on a tous un sport qu'on préfère ou dans lequel on est plus à l'aise, etc. Moi, c'est vrai qu'avec le textile, il y a toujours eu quelque chose qui m'a intrigué, intéressé, et je pense, pour y avoir pas mal réfléchi, c'est que le textile réunit beaucoup de choses, mais surtout il y a ce côté technique. Je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir cette transmission et de se dire que l'homme a évolué et a créé des techniques. On part d'une fibre naturelle, on parle d'un élément qu'on prend dans la nature et on en fait une production. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de se dire à travers le temps, l'homme a évolué, transmis des choses, et ce qui est un peu dommage dans notre société actuelle, c'est cette impression un peu de recul, de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on a brisé pour moi un peu cette évolution qui était plutôt liée à la nature, aux fibres naturelles, etc.
On est allé vers des fibres plus synthétiques, polluantes et tout ça. Et là, on essaye de revenir en arrière. Ça, j'aime pas les retours en arrière parce que c'est une petite perte de temps pour moi, alors C'est-à-dire qu'on qu'on a a fait bien le choix avancé. des prothèses, hein, C'est ça. pour faire court. Et donc revenez, oui, parce que malheureusement le temps presse et tout ça est quand même extrêmement passionnant et c'est pas souvent qu'on a l'occasion comme ça de déplier un travail. Peut-être quand même quelques mots encore sur Corail Hmm. Artefact justement et sur cette transmission, comment vous opérez pour pouvoir transmettre. Et puis une fois que vous avez voilà, découvert que cette dentelle pouvait être un point d'accroche pour que le corail se reconstruise, hein, si j'ai bien compris, voilà, comment vous avez mis en place des moyens, des outils, une transmission pour que ça se développe. Alors, ça va être impossible de résumer le projet parce que l'idée, c'est justement que chaque partie de ce projet soit pensée comme une sculpture, justement, c'est sous tous les angles et que tout tienne. C'est un peu un château de cartes. Si on enlève l'éducation, par exemple, le reste n'a pas de sens, etc. Et l'implication avec les populations locales, etc. Donc, il y a plein de choses que j'ai pensées qui sont reliées les unes aux autres que je ne pourrais pas développer aujourd'hui, mais en tout cas, je vous invite à aller voir le site internet ou à venir à d'autres événements où on aura le temps d'échanger. Très simplement, à partir du moment où j'ai découvert cette dentelle, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai fait une œuvre, puisque c'est le cœur de mon activité, de mon action. J'ai tissé 1,5 km² de dentelle que j'ai modelé ensuite pour recréer un récif corallien monumental. Pour présenter au public ce lien entre disparition du tissu industriel, textile et de la dentelle, disparition du corail. En plus, les deux sont blancs. Voilà, quand le corail meurt, il blanchit. Voilà, il y avait tout ce lien. Donc On n'est c'est plus dans la couleur rouge de la révolte, mais on est dans le voilà, blanc de la c'est disparition en ça, fait. Mm. exactement. Donc il y a eu cet élan artistique et en parallèle, j'ai commencé à rédiger un protocole de recherche, à chercher des laboratoires qui allaient pouvoir appliquer mon protocole, faire des tests pour déjà, dans un premier temps, tester cette hypothèse. Ensuite, j'ai listé tous les enjeux de disparition des coraux. Et il y en a malheureusement beaucoup. Et j'ai essayé de trouver une solution qui réunissait justement l'art, la science, l'industrie et l'éducation pour pallier ce problème. Donc, je poursuis depuis le développement de cette dentelle que j'essaye améliorer. En parallèle, j'ai créé un béton écologique pour reconstruire les récifs disparus et en même temps pouvoir montrer qu'on peut faire des œuvres, des sculptures pérennes extérieures 100% biosourcées, biodégradables et pérennes. J'ai aussi À partir développé... d'un matériau, le béton, qui est pourtant très décrié et considéré C'est comme ça, voilà. totalement polluant. Alors je l'appelle béton écologique pour le nom, mais en fait j'ai changé toute la chimie. C'est-à-dire que c'est vraiment des matériaux biosourcés, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle formule. J'ai créé aussi ce qu'on appelle un biopolymère, donc c'est une matière 100% naturelle qui remplace justement les plastiques pour différents usages. Pareil, toujours dans la science, mais aussi dans l'art et dans différentes applications. Et également un programme éducatif, des conférences, des expositions, voilà, toute une part aussi sensibilisation autour du projet. Et je l'ai construit aussi petit à petit autour d'un projet d'entreprise. Donc maintenant, c'est une entreprise qui porte ce qu'on appelle un projet recherche, développement et innovation. Et là, par exemple, fin 2022, j'ai eu la délivrance de mon premier brevet. Donc ça, c'était une belle avancée aussi. Puis en partant d'un parcours artistique, c'était quand même pas... Un parcours artistique, j'ai vu avec une dizaine de lignes quand même consacrées au prix que vous avez obtenu. On n'en a pas parlé là, mais c'est vrai que vous avez pris le prix Coal, etc. Enfin, que vous êtes quand même bien repéré depuis dans votre domaine, dans le domaine des arts plastiques, pour tout ce travail que vous faites depuis plusieurs années déjà, hein. Oui, alors, ce qui est étonnant, c'est Ça vous a que... aidé, ça, pour l'entreprise quand même, d'avoir cet Alors, antécédent, cette c'est reconnaissance dans le C'est milieu de un l'art. peu, je dirais, à double tranchant, dans le Mm. sens où, en fait, les prix que j'ai obtenus, souvent, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des premières éditions. C'est-à-dire qu'en général, c'est des gens qui vont lancer un projet et qui sont extrêmement enthousiastes et qui sont ouverts d'esprit sur des projets transversaux, justement, qui sortent un peu du cadre de l'art. Mais je sens que au départ du projet, il y avait une réticence ce que j'appellerais le milieu de l'art contemporain, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que celles que je mets en avant, c'est-à-dire le savoir-faire, le lien avec l'artisanat, l'esthétique, le débordement dans les différents domaines, l'éducation, la rencontre avec le grand public, qui est pour moi mon public cible, hein. C'est voilà, c'est pas une niche, c'est plutôt parler à tout le monde et pouvoir parler à différents niveaux à tout le monde. Donc tout ça a été un peu compliqué, je dirais, d'un côté, et de l'autre, alors il y a eu quand même
les soutiens dont vous parlez et que je remercie puisque c'était vraiment un pari et que voilà, c'était un peu à contre-courant. Et de l'autre côté, moi, jeune artiste arrivant avec un projet scientifique, par rapport à la communauté scientifique, ça a été aussi compliqué parce que justement, il y avait cet artiste qui a voilà, des soutiens et qui avance dans sa pratique artistique, pourquoi il vient chez nous et pourquoi il vient dans notre domaine? Donc c'est un peu cette position d'entre-deux. Mais finalement, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et mon parcours m'avait préparé à ça, c'est que je ne viens pas du monde de l'art, donc quand je suis arrivé dans l'art, dans les études d'art, du coup j'étais déjà aussi un peu entre deux. Outsider. Voilà. Donc voilà, je dirais que c'est à la fois des forces et à la fois des faiblesses, et que tout ça finalement devient une force à la fin, puisque voilà, l'idée c'est que force et faiblesse nous forgent et nous aguerrissent pour pouvoir avancer. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Je pense que ça fait une belle conclusion. On aurait adoré vous écouter davantage, mais peut-être que vous pouvez redonner le nom et l'adresse du site pour qu'on puisse suivre cette aventure passionnante. Alors le projet donc s'appelle Corail Artefact, le site c'est corailartefact.com et vous pouvez aussi aller regarder mon travail sur mon site, c'est jeremygobet.info et sur les réseaux sociaux également. Merci beaucoup. Merci beaucoup.